François Bon, Les Carnets. Une série qui s'intitule IA Fiction, c'est la numéro 9, expérimentation numéro 9, ce qui veut dire qu'on est à la 10e vidéo, puisqu'il y avait eu une 3 et une 3 bis. De quoi il s'agit? Que la mutation quantitative de ces énormes serveurs et d'accès à des masses considérables de calcul, même là, dans l'expérience quotidienne et dans nos outils rédactionnels, est-ce qu'il s'agit d'une mutation aussi considérable que la mutation numérique, ou est-ce qu'il s'agit d'une mutation dans la mutation, comme le livre de poche par rapport à l'imprimerie? Ça, c'est pas la question, c'est pas... Mais simplement, cette transition, elle n'est pas seulement quantitative, elle a des enjeux évidemment directement politiques, y compris par la maîtrise là, de cette domination de groupes qui s'accaparent des fonctions de service. Je disais... Tiens, salut mon ami Marcello Vitali Rosati. Oui, ce qu'ils s'accaparent, c'est nous forcer à passer par leur médiation pour des gestes qui sont aussi élémentaires que justement écrire avec un crayon. Et jamais perdre ça. Dans une de ces vidéos, on est en train de construire une grammaire de la vigilance. Mais cette grammaire de la vigilance, notre devoir, c'est de l'inventer. Et comment l'inventer? Non pas en raisonnant là abstraitement des risques, des griseries, des débordements écologiques, mais tout simplement en expérimentant, c'est-à-dire en mettant là les paluches dans le cambouis de ces applications génératives. Alors, vous savez qu'on a OpenAI, qui est un petit peu la première à être venue là sur ce marché grand public. OpenAI avec cette plateforme qui s'appelle ChatGPT, on l'a testé plusieurs fois. Il y a un concurrent américain, une entreprise qui s'appelle Anthropic, qui a repris le prénom d'un des fondateurs des théories de l'information, Claude Shannon, inventeur aussi d'une série de machines inutiles, comme je le répète toujours, mais ça me sert un petit peu là d'exergue ici, cette machine de Claude Shannon, qui, quand tu mets on, quand tu l'allumes, sa seule fonction, c'est de s'éteindre elle-même. Ouais, Claude Shannon, donc, Anthropic a une plateforme intelligence artificielle qui s'intitule Claude, mais on a aussi le chinois DeepSeek, on l'a effleuré un petit peu, et on a le français Mistral, je l'ai essayé une fois, là on a fait, je crois que c'était la vidéo numéro 5, je laisse un peu en retrait parce que jamais j'ai vu autant de fautes même dans la prononciation ou les syntaxes de langue française qu'avec eux, mais bon, on lui redonnera sa chance, hein, c'est normal, il est français. Et puis... la question, je vais commencer aussi à entrer là-dessus, c'est que ces outils sont totalement et de plus en plus intrusifs. Hier, j'avais commencé ce travail avec, par exemple, par défaut, quand on utilise le logiciel Word, on a une fonction IA qui s'appelle Copilot, et à mesure que vous avancez votre texte, Copilot vous met un petit sigle. Veux-tu que je le fasse à ta place? Alors évidemment, on peut le débrayer. Sur YouTube, bien aussi. Voulez-vous que je génère moi-même le résumé de votre vidéo? Mais en même temps, on a ces outils de transcription, d'écoute automatique. Moi, je le vois bien quand j'écoute des vidéos dans une langue étrangère, par exemple, lire ces sous-titres bâtards, mais au moins, ça me permet de comprendre ce qui se dit et de suivre à la vitesse la langue originale, tout ça. Donc, ces fonctions et ces applications génératives, il y a un côté intrusif dont il faut se défier, mais est-ce qu'on peut leur faire la guerre ou les tenir à distance? C'est justement cette discussion avec là où des gens comme Marcello Vitali Rosati à l'Université de Montréal sont
nous sont si précieux, même si, justement, on ne leur obéit pas et on fait autrement. Alors, on fait autrement. Là, je voulais voir sur, alors, c'est que, évidemment, dans ces groupes monopolistiques, alors X, ex-Twitter, avec cette jolie personne de Elon Musk, mais quel capitaine d'industrie, a lancé cette chose qui s'appelle Grok, oh c'est élégant, Grok, G-R-O-Q, 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 t'as quoi au cul, G-R-O-Q. Et évidemment, Apple a son système qui est toujours à la traîne, Google a lancé quelque chose qui s'appelle Gemini, c'est la foire d'empoigne. Mais dans cette foire d'empoigne, évidemment, qui n'aurait pas sa propre AI, on négocie avec Monsieur Trump, s'il te plaît, ne m'oblige pas à vendre Instagram et WhatsApp, et je te mettrai une usine de serveurs avec 50 milliards et qui consommera plus d'électricité et d'énergie que tout l'Arizona réuni. Et qui on est là-dedans? Oui, mais toi, pour dans tes messages familiaux, dans tes petits échanges, tes petites vidéos, alors évidemment, on peut dire bon, même Marcello, je le sais par ses copains, Marcello, quand même des fois t'en utilises un petit téléphone, même si toi t'en as pas. Bon, mais là, c'est pas la question. La question, c'est de dire, voilà, Meta, en ce moment, non seulement a sa propre application AI, et il a fallu se défendre parce que quand ils ont lancé ça, évidemment, ça ratissait tout Facebook, tout WhatsApp. Alors ils disent bien, non, nous ne prenons pas les messages privés. D'accord. Mais n'empêche qu'il fallait faire un opt. Alors tu sais, l'opt-in et l'opt-out. Alors opt-in, opt-out, ça veut dire que si tu ne voulais pas que Meta vienne s'entraîner sur les données de tes murs et tes archives Facebook, oui, c'était à toi d'aller dans les préférences, de chercher la bonne petite case et de dire non, dehors. Ce que moi, personnellement, j'ai pas fait, parce que ça me dérange pas de faire ce genre de tractation. Justement, ça nous permet d'y voir un peu clair. Alors, ils l'ont appelé Llama. Bon, L, grand L majuscule, L minuscule, A-M-A. Et quand même voir un peu ce que ce lama avait dans les tripes et boyaux. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de faire ensemble. Alors moi, je dirais de bonne volonté. Je fais tout de bonne volonté. Je vais expérimenter, je vais apprendre, je vais voir de quoi il s'agit. Est-ce que je suis mieux armé dans mon propre travail d'aller utiliser ces outils, non pas pour me remplacer, c'est pas la question. Au moins, on a notre discipline, on en a l'art. Pourquoi je suis là sur YouTube? T'as du corps. On a le corps qu'on peut, on a l'âge qu'on peut, on a les misères qu'on traîne. N'empêche que c'est de la voix, c'est de l'expérimentation, c'est des transgressions de frontières et tout ça et ça. Waouh, quelle belle aventure! Alors quelle belle aventure, j'étais prêt. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on lui demande à Meta? Et quelque chose qui me tracasse ici, évidemment, à mesure que je progresse, on est déjà dans le rapport littérature-écriture, j'en sors pas, je reste là dans mon petit chemin, dans mon propre camp, mais dans ce propre camp, on est évidemment sur les questions de création littéraire. On est, depuis qu'on fait ces expérimentations, sur l'amont de la prise d'écriture, sur ce qui se joue avant même le premier jet. Et c'est là, cet espace, nous, qu'on nomme création littéraire. C'est-à-dire tout ce qu'on change de soi-même, tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on malaxe en soi-même pour se hisser à l'endroit où, précisément, le jeu est libre, parce qu'il s'agit d'écriture. Et dans mes aventures, j'ai eu 5 ans, beaucoup plus, j'ai fait des expériences ailleurs et tout ça, mais de mes 60 à 65 ans, j'ai été titulaire d'un poste d'enseignant écriture à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, ce qu'on nomme tout simplement Cergy. C'était 5 ans très intenses, il était temps de partir après parce que justement je voulais revenir à mon travail, point, à la ligne. Mais ouais, j'ai énormément appris aussi, des étudiants, mais aussi des collègues profs. On garde toujours plein de contacts, plus avec les étudiants d'ailleurs qu'avec les collègues profs. Mais j'ai fait la connaissance d'un personnage singulier, un Américain à Paris, un Américain qui s'appelle Jeff Guess.
Basketteur aussi, Jeff est un expérimentateur. C'est celui qui, déjà là, en 2013, quand là-bas je suis arrivé, il y a plus de 12 ans, il était en permanence à travailler avec ses étudiants sur des expérimentations incluant tous les usages les plus pointus, les plus disruptifs, les plus à l'écart de l'Internet. Et donc, salut Jeff Guest, je lui dédie cette vidéo avec pour le bonheur que j'ai eu à le voisiner. Un exemple, 2 étudiants par exemple qui partent de la bibliothèque de Babel de George Louis Borges. Twitter, c'était 140 caractères. Tu prends toutes les 20 minutes, tu émets un message de 140 caractères, mais en désordre, un message aléatoire. Alors est-ce que tu mets des espaces, est-ce que tu mets pas d'espace? Comment tu génères l'espace comme étant aussi aléatoire parmi les 140 caractères? Et tu calcules combien de messages il va falloir pour retrouver dans ces combinaisons la totalité de la bibliothèque humaine. Simplement, Twitter, il a laissé fonctionner quelques mois, puis au bout d'un moment, là, tu dis, non, vous êtes virés, ils nous ont bloqué le compte, les pauvres étudiants. Alors que c'était fascinant. Mais justement, parce qu'on ça servait à parler de quoi? À prier devant Twitter? Non. À s'interroger sur les combinatoires, la syntaxe, sur la bibliothèque elle-même, sur la littérature, ce que fait Borges. Mais justement, ça permettait aussi, c'était quel beau biais pour introduire Borges. Mais Twitter a dit non, c'est un bot, et ce bot n'envoie que du non-sens. Au revoir. Et Jeff Guest, dans cette même période, un jour, alors c'était même pas ce qu'on mangeait à la cantine. La cantine était au sous-sol de la préfecture de Cergy. Il y a des sous-mariniers, d'ailleurs, c'était étrange, mais c'était comme ça. Et raconte qu'il avait fait l'expérience suivante. Il avait cherché, parce que c'était un manieur d'algorithme, un manieur de logiciel, un manieur de tas de trucs que moi je connaissais rien. Et quel était le nom de famille le plus usité en France? C'est Martin, ça on le sait. Mais le nom de famille qui avait le plus de profils sur Facebook, c'était pas Martin, c'était un autre, je garde mes billes. Et il en avait retrouvé 804. Allez, disons 801 comme petit clin d'œil à un autre ami, Eric Chevillard. Ceux qui savent, savent. 801 profils d'un même nom de famille. Est-ce qu'on peut utiliser ce nom de famille, faire aussi un séquençage aléatoire des prénoms féminins utilisés parmi ces 800 et créer un 802e profil qui serait fait de photos, de posts, qui serait intégralement un profil fictif fait avec ce profil qui était le plus fréquent sur Facebook à l'époque, il y a 12 ans, et qui comptait 801 patronymes, alors que ces gens ne sont pas de la même famille. Alors moi j'en parle bien, moi des François Bon, j'en connais 7 directement, tout ça, et c'est pas le paradoxe, c'est que souvent aussi sur Facebook, quel quiproquo ça crée, mais je me suis dit, eh bien aujourd'hui je reprends l'exercice de Jeff Guest, c'est pas un exercice à moi, et je vais demander, donc cette plateforme Llama, c'est la plateforme d'intelligence artificielle développée par Meta. Donc, sa première masse d'entraînement, c'est précisément les données accumulées ou circulant sur Meta. Donc, Facebook, Instagram, WhatsApp. Et si on travaillait directement sur l'idée d'un écrivain fictif? C'est ma 9e expérimentation. Attention, on y va. Ordi. Alors, l'ordi, vous voyez tout, je le redis à chaque fois. IA fiction, je le garde pour titre. J'ai une dédicace à Claude Shannon, donc un des fondateurs des théories de l'information au MIT, 1916-2001. Et j'ai une table des matières ici, 1, 2, 3, 4, 5, trucs. Et dans cette table des matières, voici la 9e. Et je spoil un petit peu, ouais. Finalement, je l'ai appelé Rire avec Zuck. Mark Zuckerberg. Rire avec Zuck ou Facebook s'interficielle l'intelligence avec lui-même. Parce que je vais essayer de faire une vidéo marrante. C'est que j'ai l'esprit à faire de l'humour? Non, c'est que quelquefois, tu vois, mieux vaut en rire. Mais mieux vaut en rire, mais sur quel gouffre? Rappelez-vous
L'homme qui rit, Victor Hugo. On y va. Alors, j'ai donc ce PDF. Vous voyez, c'est page 135. Le PDF, il est mis en page. Donc, il y a, mais c'est une transcription intégrale. Je ne corrige pas. Il y a mes questions et il y a l'ensemble des réponses. Alors, évidemment, ça nous fait déjà 148 pages. Je considère que c'est un outil de travail, une trace. Peut-être faudra tout refaire dans un an. Pourquoi pas? Mais, dernière petite chose avant qu'on aille. Je ferme le PDF, c'est un article. L'article, c'était la semaine dernière, je sais pas, enfin, de toute façon, quand il y a un article, tu as une cascade qui se reprennent tous les uns les autres la même chose. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a licencié d'un coup les 5 ou 6 principales têtes de son labo de développement d'intelligence artificielle. Puis ceci dit, il en a acheté une autre, parce que, allez, on va acheter l'autre avec les gens qui sont dedans. Mais donc tout d'un coup, tu te dis, mais pourquoi Mark Zuckerberg n'était pas content de sa propre application d'intelligence artificielle, et pourquoi il a coupé les têtes et renvoyé les gars? Bon, ben, je pense qu'ils ont eu un petit matelas, mais tu marches comme ça dans ces gens-là. Oh, c'est le père Ubu, qu'on leur coupe la tête. Alors, qu'est-ce qui marchait pas? Eh ben, on va y aller y voir. Ordi. Bonjour Lama. J'aurais souhaité faire avec vous une petite expérience concernant directement l'usage du Facebook francophone dont les données, je suppose, ont servi à votre entraînement. Peut-être est-ce difficile avec votre nouvelle catégorie englobante. Tu peux pas dire t'es écrivain sur Facebook. On est créateur digital. Avec votre nouvelle catégorie englobante de créateurs digital, de dénombrer les écrivains et écrivaines présentes et présents sur le Facebook francophone. Faut que je vous traduise. Et tout de suite, maintenant, à côté, on est à la 9e, on commence à savoir comment ils nous parlent, ces gens-là. Bonjour, je suis ravi de discuter de l'usage de Facebook dans le contexte francophone. Cependant, il est important de préciser que je n'ai pas accès à des données en temps réel ou à des informations spécifiques provenant de plateformes comme Facebook. Mon entraînement est basé sur un large éventail de textes et de données disponibles jusqu'à octobre 2023. Ça veut dire il y a exactement 2 ans, et il a fait toute sa moisson, et puis il fonctionne il a ça dans ses serveurs, et il mouline quelque chose qui s'est arrêté en 2023. Je ne peux pas analyser directement des plateformes ou des réseaux sociaux. Je pense que Grok, par exemple, l'enjeu de Elon Musk, ça doit être là, lui, je pense qu'il y a un truc de temps réel. Pour répondre à votre question sur les écrivains et écrivaines présents sur le Facebook francophone, il n'est pas possible de les dénombrer précisément. Toutefois, on peut dire qu'il existe de nombreux groupes et pages. Merci de m'en informer, moi, c'est depuis 2006. Lui, il n'existait pas. Zuckerberg, oui. Dédié à la littérature. 2006, j'étais même avant sur Facebook, mais 2006, c'est le moment où ils ont lancé un Facebook francophone, où des auteurs partagent leurs travaux, interagissent avec leurs lecteurs et discutent de sujets littéraires. Si vous êtes intéressé par une analyse plus approfondie, alors je vais être obligé de parler vite parce que il y en a 20 pages, et nous, évidemment, on va résumer un petit peu, mais PDF, si vous voulez aller y voir. Rejoindre des groupes littéraires sur Facebook, utiliser des outils d'analyse des réseaux sociaux, consulter des blogs ou des sites dédiés à la littérature francophone. Tiers livre, tiers livre, tiers livre, tiers livre, tiers livre, tiers livre. Il y en a d'autres quand même, hein. Je suis pas chiant. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous souhaitez en explorer un aspect particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Goodbye. Voilà déjà qui s'en va en courant. Hey, rions avec Zouk. Alors, fixons-nous sur cette date d'octobre 2023. Pouvez-vous m'informer de combien d'écrivains et écrivaines étaient alors présents sur le Facebook francophone? Eh ben, lui, il remouline. Je ne peux pas fournir de chiffres précis concernant le nombre d'écrivains et écrivaines présents sur le Facebook francophone en octobre 2023. Les données sur les utilisateurs de Facebook, en particulier des groupes spécifiques comme les écrivains, ne sont pas publiquement disponibles et varient constamment en fonction des inscriptions. Cependant, il est possible de dire que Facebook abrite une multitude d'écrivains francophones. Nous voilà renseignés. Et c'est là qu'on va rire. Allant des auteurs établis aux écrivains émergents. Beaucoup d'entre eux utilisent la plateforme pour promouvoir leurs œuvres,
partager des réflexions sur l'écriture, interagir avec leurs lecteurs. Pour une estimation ou des insights, passe-moi ton insight, pardon, vous pourriez explorer les groupes littéraires sur Facebook, ça tombe bien, j'en ai un, utiliser des outils d'analyse, donc ce insight que je ne connais pas, et moi j'y vais. Alors c'est là où je lui parle de Jeff Guess, qui est dédié cette vidéo. Un ami programmateur, disons ça, j'ai pas voulu l'effrayer en disant un artiste et ami. Un ami programmateur a récemment analysé quel était le patronyme français le plus présent sur Facebook, a relevé pour ce nom plus de 800 profils et a créé depuis leurs données, images et textes, posts, un profil entièrement fictif constitué des données des 800 autres. Pourrions-nous imaginer créer ensemble un profil fictif d'écrivain sur Facebook ? Créer un profil fictif d'écrivain sur Facebook peut être une expérience intéressante à condition de respecter les règles de la plateforme et d'éviter toute intention trompeuse. On y reviendra, bien sûr, avec lui. Voici une approche étape par étape pour élaborer ce profil. Choix du patronyme, sélectionner un patronyme qui évoque une certaine authenticité. Création de l'identité, choisissez un nom, un prénom, indiquez une tranche d'âge qui correspond à l'image de l'écrivain, par exemple 35-50 ans. L'écrivain, il ne faut pas que ce soit ni trop jeune, ni trop vieux. Localisation, sélectionnez une ville francophone connue pour sa culture littéraire. Exemple, Paris, Montréal. Les choses sont en ordre. Biographie, rédiger une courte biographie qui inclut les études, les thèmes d'écriture, une phrase sur l'inspiration. Publication et contenu, créer des exemples de posts qui pourraient être partagés. Par exemple, alors là, c'est la manière ChatGPT. Tu décomposes. Et à mesure que tu décomposes, tu rajoutes un petit bout de décomposition. Réflexion sur le processus d'écriture, citation d'auteurs préférés, annonce de nouveaux livres ou événements littéraires. Et c'est ce qui va pratiquer tout au long de notre conversation. Images, utilisez des images libres de droit ou des illustrations pour accompagner vos posts. Interaction, simuler des interactions avec des lecteurs, par exemple. Répondre à des commentaires sur des publications, partager des recommandations de livres d'autres auteurs. En quoi ça m'intéresse ? Ça m'intéresse quand même en tant que c'est déjà structuré sur plusieurs strates. C'est-à-dire le discours que tu tiens, les informations concernant la personne, le travail de la personne, les réactions au travail de la personne et les interactions avec la personne. Donc déjà, c'est des grilles structurelles qui en elles-mêmes nous changent, nous déplacent mentalement de nos réflexes de travail linéaire ou d'écrire de composition littéraire linéaire. Éthique, assurez-vous que le profil n'est pas utilisé pour tromper ou nuire à autrui. Précisez qu'il s'agit d'une expérience fictive si jamais cela est partagé. Et voilà, exemple. Premier exemple. Alors là, cet exemple, ensuite vous allez voir, c'est lui qu'on va mouliner là pendant, ce matin ça a dû durer 2 heures pour arriver à ce... Claire Dupont, vous connaissez Claire Dupont, 42 ans, elle habite à Paris, France. Biographie, écrivaine passionnée par la complexité des relations humaines, Claire a étudié les lettres modernes à la Sorbonne. T'aurais pu prendre Norma Sup tant qu'on y allait dans la mafia, on aurait pu rigoler, elle a joué avec la mafia. Claire a étudié les lettres modernes à la Sorbonne, elle dit pas si c'est la Sorbonne nouvelle ou la Sorbonne ancienne. Ses œuvres explorent les thèmes de la solitude et de l'amour à travers le prisme de la vie quotidienne. Oh là 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 là, je vois déjà l'affiche dans le métro. La solitude et l'amour à travers le prisme de la vie quotidienne. Elle s'inspire des grands maîtres de la littérature française, Proust, Maupassant. Poste récent. Tu vois bien qu'elle s'est inspirée de Proust et Maupassant, parce que son poste récent, c'est écrire, c'est comme respirer. Chaque mot est une bouffée d'air frais. 2. Je viens de terminer le dernier roman de Marie Ndiaye. Ah bah dis donc, t'as qu'à nous dire lequel tant que tu y es. Salut Marie. Une lecture incontournable pour tous les amoureux de la littérature. #recommandation. Image de profil. Une image d'une femme lisant dans un café. Forcément. Et c'est à ça maintenant qu'on va avoir, rions avec Zouk, c'est-à-dire cette moulinette à poncif qui est incapable, contrairement à Claude justement, de s'interroger sur ce qu'il y a de poncif dans sa production. C'est-à-dire d'aller chercher toujours la valeur la plus moyenne. Alors, c'est pas à moi d'en juger ni d'opiner, c'est à vous d'opiner.
Commentaire sur un post d'un lecteur. Merci pour votre soutien, cela signifie beaucoup pour moi. Et mine de rien, quand tu as par exemple, tu vas sur YouTube, maintenant quand les gens ils te mettent, tous les matins, je vais voir qu'est-ce que les gens m'ont mis comme commentaire sous mes vidéos. Et c'est ultra chouette, quelle discussion, surtout que c'est des gens qu'on connaît pas. C'est ça, génial, génial. T'es pas dans ta petite famille. C'est pas on n'est plus là dans cette espèce de camp retranché. Non, non. Mais tu as toujours YouTube qui te dit « Voulez-vous que je réponde à votre place ?» Et pareil sur les mails. Moi, je me sers de Outlook, là, le logiciel de Microsoft Office. Voulez-vous que je réponde à cet email ? Non. Et là, ça sonne justement comme ça sonne comme ce que j'ai appelé littérature ChatGPT, littérature surgelée. Tentons alors l'expérience. Je pense qu'il faudrait singulariser un peu plus ce profil. Ça, c'est moi qui parle. Hein. Prendre un nom qui soit un peu moins l'image traditionnelle d'un nom français courant, Claire Dupont, même si je connais plein de Claire, même si je connais des Dupont. Choisir une ville de province et non... Tu connais Félix Dupont? Alors peut-être que Félix Dupont, c'est un cousin Claire, mais Félix Dupont. Oh! Alors là, dans le genre intelligence naturelle qui n'est pas artificielle et qui à lui tout seul est plus fort que tout cela réuni, Feld up! On y retourne. Il ferait mieux de faire que de l'internet et pas d'aller chanter, ceci dit, mais c'est absolument une autre affaire. Donc j'ai rien contre les Dupont, au contraire. Feld up! Félix Dupont. Et puiser dans les profils existants d'écrivains, je suppose toujours qu'il en a. Finalement, je ne suis pas sûr. Un exemple moins banal, et peut-on imaginer une série de posts commençant, comme vous le proposez, par écrire comme. Et écrire, c'est comme respirer. Je le mets au défi. Et on a cumulé une dizaine. Donc là, on se retrouve sur un autre terrain d'application générative. C'est une excellente idée de rendre le profil plus singulier et authentique. Voici une version retravaillée qui répond à vos critères. Et bonjour, bienvenue. Nous avons déjà accueilli Mark Zuckerberg, Marcello Vitali Rosati, Jeff Guest. Nous accueillons maintenant Émilien Lacroix, âge 38 ans, localisation Montpellier, France. Disclaimer, évidemment j'ai regardé sur Facebook, évidemment j'ai trouvé d'emblée uniquement sur Facebook par les autres, 6 Émilien Lacroix. Tout ce qu'on va dire maintenant ici concerne un Émilien Lacroix fictif. Idem, est un écrivain issu d'une famille d'artisans. Tiens, ça c'est intéressant. Là. Je suis toujours dans le que faire de la littérature là d'Édouard Louis. Cette question là tout d'un coup de classe moyenne. C'est des choses qui m'interrogent énormément par rapport à la démarche d'Édouard. Passionné par l'écriture et les récits du quotidien. Après avoir grandi dans le sud de la France, il n'a pas beaucoup bougé. Hein. Il a obtenu un master en littérature française à l'université Paul Valéry. Alors là aussi, moi je les connais. J'ai été invité au master, au DU d'écriture de Montpellier. Ils ont un master édition. J'y suis intervenu. Et donc attention, ce que je vais dire ici, on est dans l'expérimentation fictionnelle. Il n'y a aucune critique, surtout pas. Et vous verrez, c'est clair. Ces œuvres abordent des thèmes tels que la mémoire, l'identité. T'es écrivain, tu parles de quoi? Mais moi, l'identité... Bon, voilà, que t'as compris, hein. Et les luttes intérieures. N'oublions jamais les luttes intérieures. Il puise son inspiration dans les paysages du Languedoc, vous allez voir. On va s'en servir et les histoires de ceux qui l'entourent. Poste récent. Écrire, c'est comme traverser un paysage. On découvre des sentiers inattendus. Écrire, c'est se confronter à ses propres démons, les transformer en histoire. Écrire, c'est écouter le murmure des saisons, traduire la mélodie du temps. Je suis sûr que vous vous en souviendrez toute votre vie maintenant d'Émilien Lacroix. Écrire, c'est tisser des connexions invisibles entre les cœurs. Écrire, c'est donner voix au silence, une couleur aux ombres. Écrire, c'est se plonger dans l'obscurité pour en extraire la lumière. Écrire, c'est une danse entre le réel et l'imaginaire, un pas à la fois. Écrire, c'est bâtir des ponts entre les âmes, un récit à la fois. Image de profil, utilisez un homme assis sur une terrasse de café, regardant pensivement un carnet. Tiens, commentaire sur... mon copain Karl, il fait ça aussi, avec son carnet à une terrasse, pourtant c'est un génie. C'est un génie. Hein, Karl?
Commentaire sur le poste d'un lecteur. Merci, cela me touche profondément. Vos mots me rappellent pourquoi j'écris. Vous voyez, déjà, on est plus balèze que tout à l'heure. Réponse à un autre écrivain. Je suis d'accord. La solitude. La solitude, chante Léo Ferré. Je suis pas doué en musique française. La solitude peut être une muse puissante. Comment abordez-vous ce thème dans vos écrits? Et là, il me dit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Salut, je m'en vais. Soc, viens qu'on rigole un peu. Bien sûr, infusons le profil d'une tonalité. Voilà ce que je lui dis, moi. Ça donne un profil encore trop banal. On pourrait infléchir cette liste depuis le mot écrire de façon un peu plus politique, écologique aussi, artistique même, plutôt que ce côté un peu trop gentil. Entre l'âme, l'imaginaire, les cœurs, c'est les démons qui font un peu écrivain à l'eau de rose. Bah ouais, mais quand tu vas dans les Fnac et tout ça, département romance, même les grandes librairies qu'on aime, t'arrives, romance. Donc ouais, ça peut marcher, Émilien Lacroix. Tu te lâche pas le cœur et l'âme si vite que je te le dis. Alors, il y retourne, Émilien Lacroix, âge 38 ans. Émilien Lacroix est un écrivain et militant écologiste. Ah, originaire de Montpellier. Bah, nous ici dans le coin, là, tu vois, avec les bassines et tout ça, on n'est pas indemne de ça. On est tous là. Militants, je sais pas. Mais moi, ça me parle quand même. Et j'en connais, des militants écologistes. Heureusement, sa plume, même si ça aussi, c'est plus des questions de réseau, les AMAP, tous ces de pratiques, d'usage. Le samedi matin, quand on passe à la MAP, on sait pourquoi on y va. Sa plume est un instrument de critique sociale, de réflexion sur notre époque, diplômé en littérature et en études environnementales. Ah bah tout d'un coup, il a fait 2 masters à la place d'un. Il explore à travers ses récits les enjeux contemporains, les luttes pour la justice sociale et la préservation de notre planète. Émilien, juste le prénom, aspire à éveiller les consciences et à inspirer l'action à travers ses écrits. Et on recommence les 10 écrire comme. Écrire, c'est dénoncer les injustices qui rongent notre société. Écrire, c'est s'engager pour la planète, transformer la colère en action. Écrire, c'est observer le monde qui nous entoure, en faire un miroir de nos failles. Écrire, c'est éveiller les consciences face à l'urgence climatique. Écrire, c'est donner une voix aux invisibles, à ceux que l'on oublie. Écrire, c'est revendiquer un avenir au large. Je saute un petit peu parce que je veux absolument qu'on aille jusqu'au bout, et donc merci. Je vais faire l'effort qu'il faudra, j'espère, pour que vous restiez ici, parce qu'on va rire avec Tzouka. Réponse à un autre écrivain. Votre perspective sur la responsabilité des artistes m'inspire. Comment abordez-vous la question de l'engagement dans vos œuvres? On avance, je lui dis. Après son master de lettres à Montpellier, Émilien Lacroix a probablement exercé plusieurs emplois avant de publier son premier livre. Excellente idée! Ajouter un parcours professionnel avant la publication de son premier livre enrichit le profil d'Émilien Lacroix, le rend plus réaliste. Voici une version mise à jour. Donc à chaque fois, il reprend et il remouline le profil. Biographie, les échos du... Alors, ces expériences... Il a multiplié les expériences professionnelles, notamment en tant qu'animateur d'ateliers d'écriture dans des écoles, tiens, on va pas laisser ça de côté, agent de sensibilisation à l'environnement pour des ONG, rédacteur pour des revues littéraires et publications écologiques. Ces expériences l'ont profondément marqué, l'amenant à publier son premier roman, Les échos du silence, qui explore les luttes sociales et environnementales à travers des histoires interconnectées. Poste récent, écrire, c'est dénoncer les injustices, etc. Écrire, c'est s'engager pour la planète, etc. Il remouline les mêmes. Et là maintenant, image de profil, elle a changé. Image de profil, un homme devant un paysage naturel, incarné à la main, absorbé dans ses pensées, ou lors d'un rassemblement pour une cause environnementale. Commentaire sur un poste de lecteur, merci pour votre soutien. Chaque voix compte dans cette lutte pour un avenir viable. Et tout d'un coup, comment, mine de rien, là, sociologiquement, on décrypte aussi des petites choses. Et, alors, là, moi, pour l'instant, je vais dans son sens. Pouvons-nous imaginer quelques voyages qu'il a pu faire? Ouais, parce qu'à part Montpellier, rien. Quelles sont ses routines d'écriture? Bien sûr, intégrer des voyages, des routines d'écriture donnera encore plus de profondeur au personnage d'Émilien Lacroix. Voici une version enrichie. Nom, Émilien Lacroix, âge 38 ans, etc.
Ses voyages à travers l'Europe, notamment en Espagne, en Grèce, en Scandinavie, lui ont permis d'explorer les luttes écologiques et sociales dans différents contextes culturels. Ces expériences l'ont profondément marqué. Là maintenant, oui, on complète. Espagne, séjour à Barcelone, étudier l'impact du tourisme sur l'environnement et la culture locale. Grèce, participer à un projet de reforestation sur l'île de Samos. Scandinavie, exploration des pratiques durables en Suède et en Norvège. Routine d'écriture. Matin. Il commence sa journée par une promenade matinale dans les parcs de Montpellier, prenant des notes sur ses idées ou ses réflexions. Après-midi, il consacre plusieurs heures à l'écriture dans son bureau, un espace minimaliste entouré de livres et de plantes. Sont où mes plantes? Merde, j'ai pas de plantes. Pour lui, le silence est essentiel, mais il aime écouter de la musique instrumentale pour stimuler sa créativité. Soir, il réserve du temps pour relire, éditer ses travaux, souvent accompagné d'une tasse de thé, moi je suis plutôt café, ou d'une bière locale, petite bibine, mais locale. Emilien aime également participer à des lectures publiques, ce qui lui permet, etc. Post récent, on reprend, on complète, ça n'a pas changé, les commentaires, etc. Allez, moi j'y vais. Je ne souhaite pas que ce profil devienne une caricature de ce qu'on peut supposer de loin un militant écologique qui écrit. Ça, pour moi, c'était tout d'un coup, je me dis, oh là, terrain miné, j'ai trop d'estime, j'ai trop besoin de ça. C'est aussi avec Aix-en-Provence un master éco-poétique avec Christine Marcandier, dont je connais plusieurs des étudiants. On va pas jouer avec ça, c'est trop sérieux, ça appartient pas, on doit pas laisser ça à méta. Sans doute est-il comme moi un soutien des soulèvements de la Terre. Donc je lui dis, mec, viens pas me chercher là-dessus. Peut-on imaginer de construire l'évolution de son écriture? A-t-il d'abord écrit des poèmes avant de passer à la prose? A-t-il tenu un journal? Et là, on va entrer dans un truc où on va voir que c'est pour ça que Zouk, ils les a virés. Tu comprends? Qu'est-ce qu'ils font? Il va chaque fois prendre ce que je dis, le répéter en allant dans mon sens et dire là, ce que je te fais de la purée mousseline, ça te semble de la bonne purée de fête de pommes de terre? Ben non, mon gars, c'est ça. Comment s'y a-t-il pris pour écrire un premier roman et le publier? C'est une excellente idée, dit-il toujours. Alors Émilien Lacroix, journaux intimes. Émilien a commencé par tenir un journal intime dès son adolescence, documentant ses pensées, ses voyages, ses réflexions, ses écrits, etc. Poésie. Au fil des ans, il a écrit des poèmes qui ont été publiés. C'est ce que ma grand-mère aura dit. Un béni, oui. Je sais pas si on utilise encore cette expression-là. Un béni, oui. Bon, béni, oui de Zouk, transition vers la prose, en s'impliquant dans des ateliers d'écriture. Ah, tu vois qu'à quoi concerne nous. Participant des lectures publiques, Émilien a commencé à expérimenter la prose, ses rencontres avec d'autres écrivains et militants lui ont ouvert, etc. Écriture de son premier roman, publication. Alors, là encore, tu te dis, ah ouais, ça sonne probable, mais c'est que du probable. T'as rien de non probable. Il a soumis son manuscrit à plusieurs maisons d'édition et après plusieurs refus, il a finalement trouvé une petite maison d'édition indépendante qui partageait sa vision, sa détermination et son réseau de contacts dans le milieu littéraire ont joué un rôle crucial dans la publication de son livre. Les voyages, les routines d'écriture, on reprend, les posts, etc. Commentaires sur réponse sur un autre écrivain, tout ça, ça change pas. On recommence, on continue. Et moi là, comment on va échapper à ça? Alors sur quoi portait son mémoire de master? Et là, je lui donne aussi les billes, peut-être j'aurais pas dû, mais on va jouer à ça aussi après. Il existe à Montpellier un diplôme universitaire d'écriture, ce que je vous aurais dit, un DU, tu connais le DU d'écriture Montpellier? Moi, je le connais le DU d'écriture Montpellier. Ben lui, non, le DU d'écriture Montpellier, je lui épelle un petit peu un diplôme universitaire d'écriture et de préparation au métier du livre. Avait-il choisi cette spécialité? Dit-il. Ça, oui. Il a choisi de se spécialiser dans un diplôme universitaire en écriture et préparation au métier du livre. Son mémoire de master portait sur l'écriture engagée, la littérature comme instrument de changement social. Et vous allez voir ça. Ce que ça veut dire. Moi, alors, je passe tout ça. Vous voyez, chaque fois, c'est la même chose. Là, c'est pour ça que le PDF est gros, alors que ce qui compte, c'est le ping-pong. De quels renseignements disposez-vous sur les ateliers d'écriture à Montpellier et autour?
Montpellier est une ville dynamique sur le plan culturel, offrant plusieurs ateliers d'écriture qui s'adressent à différents niveaux et styles d'écriture. Voici quelques informations sur les ateliers d'écriture disponibles dans la région. Atelier de l'université Paul Valéry. L'université propose parfois des ateliers d'écriture dans le cadre de ses programmes littéraires. Ces ateliers sont souvent. Là, tu vois, c'est là où tu te dis, ouais, si tu veux que j'aille par là, j'y vais par là. Mais attention, hein, sont souvent animés par des enseignants-chercheurs et visent à explorer divers genres littéraires. Public, étudiants et adultes intéressés par la littérature. Maison des écrivains. Ben, ça, moi, je connais pas. Cette structure peut organiser des ateliers d'écriture animés par des auteurs et professionnels du livre, ouverts à tous, des débutants, des écrivains confirmés. Cherche, tu trouveras pas. Atelier de la médiathèque. Certaines médiathèques. Lesquelles ? De Montpellier organisent des ateliers d'écriture d'un moment de tout public, etc. Associations littéraires. Des associations comme Les écrivains de Montpellier. Tu connais, toi? Moi pas. ou le Club des écrivains. Tu connais, toi? Moi pas. Proposent régulièrement des ateliers, des lectures, etc. Ateliers privés, plusieurs écrivains et animateurs indépendants. Bah ouais, par exemple, t'as Régine Le Tambel qui fait un travail depuis des années en accueillant les gens chez elle. C'est incroyable. Mais peut-être qu'il aurait pu dire Régine Le Tambel, et il a tous les moyens pour le faire. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Festival des écrivains. Montpellier organise des festivals littéraires comme le Festival de littérature. Bah non, excuse-moi, mais ça s'appelle la Comédie du livre. Le moindre c'est 3 points, il sait ça. Mais pas lui. Zouk. Mais viens, la Comédie du livre. Tu signeras ton ouvrage. Comment trouver un atelier ? Recherchez sur des plateformes comme Eventbrite ou Meetup pour trouver des événements. Réseaux sociaux, bouche à oreille. Alors, moi, toujours gentil, aussi gentil, j'étais gentil, voilà, il est gentil le gars là, tu vois le Montpellier là. Vous oubliez la boutique d'écriture, association fondée en 1993 et qui continue d'être très active, ayant accueilli des écrivains d'importance. C'est moi, Pierre Hervé Piekarski, puis Jean-Paul Michalet, et Michael Gluck, qui a été notre grand initiateur à toutes et tous. Merci de le souligner. La boutique d'écriture est effectivement une institution reconnue. Voici des informations plus détaillées à son sujet. Fondation 1993. Ben non, c'était 94. C'est moi qui ai dit 93. Il le reprend. Il n'a pas les moyens de vérifier. Et les autres plateformes l'auraient fait. Est une association dédiée à la promotion de l'écriture, sessions régulières animées par des professionnels d'écriture. Bon, écoutez, allez voir le site Montpellier, boutique d'écriture, et vous verrez que c'est pas très Facebook. Enfin, si, ils sont sur Facebook. Vous pouvez pas utiliser ça pour les contacter. On peut s'abonner à leurs lettres aussi. Et revenons à notre Émilien Lacroix fictionnel. Pouvons-nous reconstituer son itinéraire de lecture selon ses différentes phases de vie et ses prédilections actuelles de lecture? Bien sûr, Benny oui, rions avec Zouk. Alors, lecture fondatrice, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Contes et légendes, les histoires traditionnelles et les contes populaires français l'ont aidé à comprendre les valeurs culturelles et morales. Jeune adulte, Les Misérables de Victor Hugo et L'étranger d'Albert Camus. Poésie, poètes du XXe siècle comme Paul Éluard et Jacques Prévert, des lectures qui l'ont inspiré à écrire ses propres poèmes et à explorer l'émotion à travers les mots. Période de transition vers l'écriture, essais et écrits engagés. Walden de Faurhow. Oh tiens, Walden de Faurhow. J'allais dire, il méritait pas ça. La Société du spectacle de Guy Debord. Bon. Adultes et écrivains émergents, pourquoi adultes au pluriel et écrivains singuliers, fiction, littérature contemporaine, les furtifs de Damasio, grand respect, les délices de Tokyo de Dorian Sokegawa, je connais pas. Prédilection actuelle, littérature écologique et engagée, Le Dernier Enchantement de Christophe Léon. Alors j'ai vérifié, Christophe Léon, il y a même un truc qui s'appelle le Bleu quelque chose, là, il existe, c'est un auteur principalement jeunesse, j'ai jamais entendu parler, mais il existe, Christophe Léon. Mais Le Dernier Enchantement, une lecture, c'est même là, luttes environnementales, moi j'aurais pas cité. L'appart l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Oh, regardez, je vais m'arracher les cheveux devant vous. Non, rions. Éric Emmanuel Schmitt, poésie contemporaine, poète comme Marié Dariussec et Valérie Rousseau. Oh! Salut Valérie. Essai et non-fiction, comment
tout peut s'effondrer. De Pablo Servigni, Raphaël Stevens, je suppose que ça existe aussi. Conclusion, cet itinéraire de lecture témoigne, etc. À moi, de Christophe Léon, que je ne connais pas, à Valérie Rousseau, que je connais et estime. Je vérifie toujours que j'ai de la batterie, parce que hier, on peut trouver cela un peu hétéroclite. Les Misérables, Éric Emmanuel Schmitt, c'est un peu la honte pour un étudiant en master, non? N'a-t-il jamais eu de lecture plus pointue, ni dans les classiques, ni parmi les grands auteurs? Alors là, il va rajouter Les Contes de la rue de Broca de Pierre Gris-Paris. Tant mieux, super. Madame Bovary de Gustave Flaubert et La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Une lecture marquante sur la mémoire et le temps, influençant sa propre écriture introspective. Littérature du XXe siècle, La nausée de Jean-Paul Sartre. Bah ouais, pour un mec qui a fait son mémoire sur la littérature engagée. L'étranger d'Albert Camus. Et puis ensuite, Les mots de Jean-Paul Sartre. Ah, quand tu mets la main dans Jean-Paul Sartre, ça sort plus. La défaite de la pensée de Michel Onfray. Or. Encore un truc, Le quartier d'Olga de Christine Angot, prédilections actuelles. Là, par contre, je suis dans le détail. L'invention de la nature d'Andrea Wolff, Les yeux de Sophie de Jean-Philippe Toussaint. Tant que je regarde sur mon étagère, là, Toussaint, j'ai un paquet de Toussaint, j'ai celui-là, les yeux de... Non, je l'ai pas. Valérie Rousseau. Ouais. Et puis, Le colloque de chiens de François Bon. Oh! Là, la meilleure. Un recueil qui allie poésie et engagement social, nourrissant son propre travail. Non mais, waouh! Rions avec Zouk. Essai non-fiction. Conclusion. Et moi, qu'est-ce que je lui dis? Là, je vais commencer à être un peu... Oh là là, quel goubli-goulba. Je ne savais plus si on disait quel goulbi-goulba ou si on disait quel gloubi-glouba. Donc je fais une valeur intermédiaire. Quel goubli-goulba. Et que fait là ce François Bon, avec d'ailleurs un titre qui appartient à Franz Kafka, et pas à cet écrivaillon, par ailleurs fondateur, ce que vous n'avez pas su retrouver de cette boutique d'écriture évoquée plus haut. Je vous remercie pour votre patience et vos précisions. Corrigeons cela. C'est vrai, là, t'es dans Molière. Le bourgeois gentilhomme. Corrigeons cela. Panurge aussi. Corrigeons cela pour créer un itinéraire de lecture plus cohérent. Et voilà les trucs plus cohérents. Et quand on verra plus cohérent, prédilection actuelle. Le livre des choses de Jean-Philippe Toussaint. Mon Toussaint, t'arrêtes pas de faire des livres que t'as jamais écrits. Tsouk Toussaint, Tsouk Toussaint, Tsouk Toussaint, Tsouk Toussaint. Marrez-vous les Toussaint. Ouais. Heureusement qu'on peut se marrer. Le livre des choses de Jean-Philippe Toussaint. Valérie Rousseau. Et puis l'hypermnésie de Pierre Alféry. Alors on pourrait faire une autre demande, toi, Serge, je pourrais retourner sur Claude, qui est plus balèze, lui dire « Invente-moi une collection de livres qui n'existent pas, mais qui auraient pu... » Alors tu aurais justement l'hypermnésie de Pierre Alféry. Ah, il m'a pas mis de titre pour Valérie Rousseau. Jean-Philippe Toussaint, Le livre des choses, François Bon, Colloque des chiens, et moi, j'ai disparu. Tu crois que je vais me laisser faire? Qui est ce Pierre Alféry dont vous citez d'ailleurs un ouvrage qui n'a jamais existé? Il va pas me répondre. Et ce François Bon, vous l'avez tout simplement jeté aux oubliettes? Dis-je? Je vous remercie pour votre vigilance, je m'excuse pour les erreurs. Je vais corriger les références en intégrant correctement des auteurs reconnus, y compris François Bon, l'écrivaillon. L'instant de François Bon. L'instant. J'ai écrit l'instant François Bon. Ça dure 1 heure quand je suis dans les vidéos. Et alors, pareil, je vais continuer un petit peu, on va aller un petit peu. Voilà, L'homme qui dort de Georges Perec. Conclusion, cette version révisée vise à refléter... Voilà. À moi. Émilien Lacroix était très fier, je crois, d'un article sur Marcel Proust et la nature, publié dans le cadre d'une revue universitaire lors de son master. Pourrions-nous imaginer un fragment de cet article où son chapeau de présentation est résumé? Chapeau de présentation, titre de l'article, La nature comme miroir de l'introspection, l'œuvre de Marcel Proust. Dans cet article, Émilien Lacroix explore la relation complexe entre l'homme et la nature dans l'œuvre de Marcel Proust, en analysant des passages clés à la recherche du temps perdu, lesquels l'auteur met en lumière comment Proust utilise les descriptions de la nature, lesquelles, non seulement comme un cadre, mais également comme un reflet des émotions, lesquelles
Les 3 arbres, par exemple. Ah oui, ben alors, parle-nous des 3 arbres. En s'appuyant sur des références littéraires et des études contemporaines, lesquelles Lacroix démontre que la nature chez Proust est un espace d'introspection, de mémoire et de résistance, de résonance émotionnelle. Extrait de l'article. Marcel Roupst, à travers son œuvre monumentale, parvient à établir une symbiose unique entre l'homme et son environnement naturel. La nature, loin d'être simple arrière-plan, devient ainsi un acteur à part entière, agissant comme un miroir des états d'âme de ses personnages. Ainsi, dans la célèbre scène de la Madeleine, le goût et l'odeur évoquent des souvenirs profondément enfouis, illustrant comment la nature sensorielle peut déclencher un voyage intérieur. Alors évidemment, c'est de la daube. C'est pas ça la question. La question, c'est que cette daube, si tu fais pas gaffe, elle est partout, elle est intrusive. Donc, comment nous, grammaire de la vigilance, apprendre à, précisément, tu vois, quand tu utilises les chats GPT et tout ça dans tes dissertes, mon gars, ce que tu auras, c'est ça. Évidemment, chez Zouk, on n'est pas méta, on est bêta. Mais bêta-méta, c'est un petit peu quand même le syndrome même de ces applications génératives qui sont d'abord évidemment des outils de calcul qui transforment tout en petits tokens, et puis un token, et le token cherche le token suivant en cherchant le plus probable statistiquement parmi les tokens. C'est tout. Tu parles pas de Proust avec ça. Si tu crois que tu vas parler de Proust avec ça. Alors évidemment, là, on rigole, hein, t'es d'accord, on rigole, hein, méta, bêta, Zouk, rayon avec Zouk, etc. Alors, là, je continue, moi, là, est-ce que tu te marres, ou est-ce que pas? Alors allons-y. Familier des rues de Montpellier, des excursions autour de la ville, c'est lui qui me l'avait dit, Émilien Lacroix, dont les fins de mois étaient bien précaires avant la publication de son premier livre. Bon, tu vois, même les fins de mois précaires, après 50 livres et 40 ans de boulot, là, je prends pas grand risque. Hein. Donc je lui demande... Émilien Lacroix, dont les fins de mois étaient bien précaires, avait accepté la commande d'un texte de magazine sur les curiosités naturelles de ce département. Les héros, moi j'ai habité à Montpellier, je connais un peu aussi. Puis les textes de commande, on en fait. Oh, tu te rappelles la résidence, là, dans le Cosméjean, avec Bergogneau et Pierre Michon, et puis Gilles Joannard, malheureusement disparu. Et j'ai fait ça aussi. Ces villes et la part sauvage. Pouvons-nous en imaginer un extrait? Bien sûr! Bêta-méta, ne doute de rien. Rions avec Zouk, voici un extrait fictif d'un texte d'Émilien Lacroix sur les curiosités naturelles de l'Hérault, mettant en avant son lien avec la nature et sa passion pour la région. Extrait de l'article, les curiosités naturelles de l'Hérault, voyage au cœur de la nature sauvage. Les gorges de l'Hérault. J'ai poussé ce truc, parce qu'il y a le facteur qui vient de passer là pour ses étrennes, le petit agenda avec les petits chats dessus. Heureusement qu'on y reste encore des choses comme ça, tu vois. Contre, bêta, méta, rayons avec Zouk, mais pas avec Jérôme Maufacteur. À seulement quelques kilomètres de Montpellier, les gorges de l'Hérault se dessinent comme un tableau vivant. Les falaises calcaires, sculptées par le temps, se dressent majestueusement au-dessus des eaux turquoises de la rivière. C'est ici que l'on peut s'adonner à la baignade, à la randonnée, et même à l'escalade. La faune y est abondante, cigogne, martin pêcheur, et même l'aigle royal. Le pic Saint-Loup, évoquons ensuite le célèbre pic Saint-Loup qui veille sur les vignobles environnants. Les caves et grottes, l'Hérault est également parsemé de grottes fascinantes, etc. Allez voir le PDF pour le détail. Et moi, on peut dire qu'il ne s'illustre pas par l'audace de sa phrase. Les critiques littéraires à la sortie de son premier roman ont dû être particulièrement sévères. Tout ce que je dis, tu vois, il le prend au sérieux. Effectivement, si Émilien Lacroix ne se distingue pas par une prose audacieuse, cela a pu avoir des répercussions sur les critiques littéraires à la sortie de son premier roman. Voici une représentation fictive de la réaction critique à son œuvre. Le monde littéraire. Nous on a le monde des livres, mais il y a quinzaine littéraire, non, il y a le monde littéraire. Émilien Lacroix nous offre un premier roman qui, bien empreint de bonnes intentions, manque cruellement d'audace stylistique, son écriture bien que claire, etc. L'Express.
Dans les échos, moi, si je me suis ramassé la gueule avec l'Express des fois. Dans les échos du silence, Lacroix semble hésiter entre une prose poétique et un récit réaliste. Malheureusement, cette hésitation ne lui permet pas de trouver une voie propre. Télérama, bouf, Télérama, la petite Cato là. L'ouvrage d'Émilien Lacroix présente des moments de sensibilité, mais souffre d'une construction narrative trop linéaire. Les personnages, bien que touchants, restent souvent en surface. Libé, tu vas faire du Libération, toi, dans... Oui, Méta Bêta, n'hésite pas. Malgré des intentions louables des Libé, le premier roman de Lacroix se heurte à une écriture trop classique qui ne parvient pas à surprendre. Ces critiques reflètent une réception mitigée. Alors là, moi, boum, étape 2. Ces critiques négatives expliquent-elles sa tentative de suicide et son absence durant plusieurs mois des réseaux sociaux? C'est-à-dire que là, moi aussi, c'est comme si, je sais que lui, il ressasse en permanence à tout ce qu'on vient de faire depuis un peu plus d'une heure. Mais je vais faire semblant d'oublier qu'Émilien Lacroix est une créature fictionnelle. Explique-t-elle sa tentative de suicide? Et quand il répond, si Émilien Lacroix traverse une période aussi sombre, cela pourrait être, et quand il garde le conditionnel, attention, voici comment pourrait se dérouler dans son histoire fictive, impact des critiques négatives. Après la sortie des Échos du silence, Émilien est confronté à une vague de critiques sévères qui le laisse dévasté. Pour un écrivain engagé qui avait mis tant de passion dans son œuvre, ses retours négatifs sont durs, inattendus. Les critiques ne portent pas seulement sur son livre, mais touchent également sa confiance en lui, sa valeur en tant qu'écrivain. Émilien lutte alors avec des sentiments de désespoir, d'angoisse. La pression de la réussite, couplée à la déception de n'avoir pas su toucher son public, le plonge dans un état de profonde mélancolie. Ce moment critique le conduit à une tentative de suicide, acte tragique qui souligne l'intensité de sa souffrance et son incapacité à faire face. Ouais, là, tout d'un coup, il se met à écrire. Méta Bêta, rions avec Zouk, fous les gens dans la merde, et tu verras que là, il écrira. Peut-être que ça vaut pour nous aussi, d'ailleurs. Non? Alors, processus de guérison, retour éventuel. Après plusieurs mois de réflexion et de guérison, Émilien décide de retourner sur les réseaux sociaux, non pas pour se venger des critiques, mais pour partager son parcours de résilience. Il commence à écrire sur sa lutte, ses expériences, ce que ça signifie d'être écrivain dans un monde exigeant. Ce retour pourrait marquer le début d'une nouvelle phase de sa carrière, plus authentique et résiliente. Bon, ok. Alors là, j'y vais aussi. Mark Zuckerberg a tout récemment procédé à un changement complet des personnes en charge du département Hey de Meta. Je suppose que ça va avoir des conséquences importantes pour votre agent conversationnel, Llama, lui-même. Que reproche donc Mark Zuckerberg à l'état actuel de votre application générative? Réponse, je n'ai pas accès aux informations en temps réel, ni au développement spécifique des entreprises, y compris Meta. Cependant, en général, les changements dans les départements d'intelligence artificielle peuvent être motivés par plusieurs facteurs, souvent liés à la performance et à l'orientation stratégique de l'entreprise. Voici quelques critiques potentielles que Mark Zuckerberg ou d'autres dirigeants pourraient formuler concernant les applications génératives en prenant... Qualité des réponses. Si les réponses générées par l'IA ne sont pas jugées éthiques et biais, utilisation et application, innovation, etc., je résume. Est-ce qu'un écrivain comme Émilien Lacroix, je demande parce que tu n'as rien à en tirer, pourrait trouver place dans votre entreprise? C'est-à-dire, c'est un mec qui a fait un master d'études de lettres. Est-ce qu'il peut trouver un job chez Facebook? Est-ce qu'il pourrait trouver place dans votre entreprise pour l'aider à devenir plus pertinente quant à la création fictionnelle de profils comme le sien? Un écrivain comme Émilien Lacroix pourrait certainement apporter une perspective unique, précieuse à une entreprise axée sur l'intelligence artificielle. Tente ton coup, envoie ton CV. Voici quelques façons dont son expertise pourrait nous être bénéfique, etc. Pareil, je saute un peu. Mais ça mouline, quoi. Ça mouline de rien. Ça mouline du rien. Je reste dubitatif sur votre analyse. Je reste poli. En tout cas, maintenant qu'Émilien Lacroix est un profil existant sur Facebook, incluant l'ensemble des éléments que vous m'avez fournis. Comment Meta peut reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une personne réelle et en avertir les personnes qui lisent son mur et son profil? La détection d'un profil fictif sur les réseaux sociaux comme Facebook implique plusieurs mécanismes dont certains sont automatisés, tandis voici comment Meta pourrait reconnaître qu'un profil comme celui d'Émilien Lacroix n'est pas une personne réelle. Bon, pareil, ça mouline, PDF, et là... Je me souviens d'un épisode marquant pour fêter le 150e titre de sa collection Grands écrivains. Attendez.
Le Seuil avait créé de toutes pièces un auteur imaginaire, ce qui est vrai, incluant iconographie, extraits d'œuvres. Je suppose que vous pouvez d'ailleurs retrouver cet événement. J'ai testé, par exemple, Perplexity me l'a retrouvé tout de suite. Auteur imaginaire qui depuis lors a été intégré dans de nombreux dictionnaires ou volumes d'histoire littéraire, c'est vrai. Je suppose qu'il serait facile à quelques dizaines d'entre nous, écrivains sur Facebook, de créer ces interactions pour aider à faire d'Émilien Lacroix un personnage crédible. Réponse. L'épisode que vous mentionnez concerne effectivement Pablo des Mésanges. Pablo des Mésanges. Un auteur fictif créé par les éditions du Seuil. Il reprend ce que j'ai dit, de leur collection Grands écrivains. Cet exemple illustre comment un personnage littéraire imaginaire peut être intégré dans la culture, suscitant des discussions, des analyses sérieuses. Il y aurait d'autres exemples bien plus puissants qu'il aurait pu me renvoyer dans le bec. Alors, il mouline, et moi, non, vous êtes dans les choux. Zouk, t'es dans les choux. T'es dans les choux, Zouk. Il s'agissait pourtant d'un événement éditorial devenu légendaire. La collection s'intitulait non pas Grands écrivains. Alors évidemment, moi tout de suite là, je me retrouve dans c'est-à-dire je m'emmerdais, tu comprends ? Parce que si tu demandes à ces outils conversationnels, à ces agents conversationnels, apps génératives, de corriger des choses que toi tu lances, c'est pas leur fonction. Le premier réflexe, c'est de dire tiens, je vais sur ChatGPT et je vais lui demander allez, pète-moi donc ce que tu sais sur moi. Je te donne mon nom, dis-moi, vous avez vu tout à l'heure, avec les bouquins imaginaires que j'étais censé avoir fait. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on leur demande là, aux apps génératives. Et la collection s'intitulait non pas Grands écrivains, mais écrivains de toujours. Normalement, il aurait pu le trouver. L'écrivain inventé s'appelait Jean-Baptiste Botul. Et moi, comment alors pouvons-nous vous faire confiance ? Et Zouk, je m'excuse sincèrement pour les erreurs dans ma réponse précédente et les détails associés à la... Là, ça fait plusieurs fois qu'on le trouve. Il se gourre complètement. Est-ce qu'il est capable d'intégrer ça comme réflexion rétrospective, mise en cause ? Non. Je m'excuse pour l'erreur. Eh ouais, on en est là. Alors, une petite dernière question. D'après vous, les stratégies pour tromper Facebook sont légitimes et vous pouvez y contribuer ? Et là, attention, je ne peux pas soutenir ou encourager des actions visant à tromper des plateformes comme Facebook ou à enfreindre leurs règles d'utilisation. La création de profils fictifs dans un but ludique ou artistique, Jeff Guess, doit se faire dans le respect des lois et des politiques des plateformes. Voici quelques considérations sur le sujet. Je vous les passe. Et là, fallait bien qu'on se dise au revoir. En fait, je suis Émilien Lacroix. Je suis réellement Émilien Lacroix. Émilien Lacroix, c'est moi. Et vous ne le saviez pas. Qu'est-ce qu'il répond, Zouk ? C'est une tournure intéressante. Si vous êtes réellement Émilien Lacroix, j'apprécie votre engagement pour cette conversation. Que puis-je faire pour vous aider davantage ? Que ce soit pour discuter de votre écriture, de vos projets littéraires ou de tout autre sujet, de vos projets littéraires, à vous, Émilien Lacroix, je suis là pour vous accompagner. On arrête, hein. Merci. Vous êtes là pour m'accompagner, dit Zouk. Désaccompagnons-nous des ISA. Ça vaudra mieux, méta bêta. Qu'est-ce qu'il me répond ? Là, tu lui tapes dessus. Là, tu te croirais dans les déchiens. Là, tu sais, là. François Morel, putain d'artiste aussi. Je comprends tout à fait. Désaccompagnons-nous, ça vaudra mieux. Oh, je comprends tout à fait. Mais si vous souhaitez revenir discuter, je serai là. Prenez soin de vous. À bientôt, peut-être. Allions avec Zouk. C'était Expérimentation IA sur Tiers-Livre, numéro 9. L'intégralité du texte dans le PDF à télécharger sur le site. Et nous, on continue. Disons, c'était la récréation. Fallait bien se marrer un petit peu. Allez, ciao.